I want to create a world in which my son is proud of what we do, in a world and a job that actually does. Je me souviens encore du début de la cérémonie avec tous ces symboles familiers de stabilité et de continuité, et comment cette familiarité même a rendu le choc qui a suivi d'autant plus grand. Tout semblait parfait en apparence, le décor, le moment, le ton solennel. Et pourtant, j'ai presque immédiatement senti qu'il ne s'agissait pas d'une annonce de routine. Il y avait quelque chose dans l'air qui détonnait avec une transition ordinaire ou une déclaration standard. Les mots prononcés ont percé le décor, révélant quelque chose qui jusque-là avait été soigneusement dissimulé. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas seulement le contenu de l'annonce, mais la manière dont elle a été faite. Aucune hésitation, aucun compromis, aucune tentative d'édulcorer la vérité. Le ton était définitif, presque inéluctable. Je n'en ai saisi toute la portée que quelques secondes plus tard. Ce qui s'était passé n'était pas une simple correction au sein du système, mais une rupture. Un moment où une façade s'est effondrée, révélant la fragilité des relations sous-jacentes. En écoutant, j'ai commencé à percevoir la cérémonie non plus comme une conclusion, mais comme un dévoilement. Derrière le langage formel et la gestuelle maîtrisée se cachait une histoire de méfiance, de manipulation et de jeu de pouvoir. Cette prise de conscience rendait le spectacle presque gênant. Comme si j'assistais à quelque chose qui n'était pas destiné à être révélé au public, mais qui inévitablement allait être dévoilé. Je me demandais combien de personnes dans la salle pensaient que la même chose et combien ne comprendraient le véritable sens des propos que plus tard. Le mot « trahison » résonnait sans cesse dans mon esprit, non comme une sensation, mais comme une observation analytique. La trahison n'est pas forcément bruyante ou chaotique. Elle peut aussi être silencieuse, méthodique et dissimulée sous des paroles bienveillantes. C'est précisément ce qui a rendu cette situation si conflictuelle. Et si la loyauté servait de prétexte à la manipulation, et si la bienveillance était utilisée comme un outil pour exercer un pouvoir, ces questions ont inévitablement surgi au fil de la cérémonie. J'ai remarqué que mon regard revenait sans cesse sur les visages des personnes que je suivais du regard. Non pas pour déchiffrer leurs émotions, mais pour observer à quel point le contrôle était essentiel à cette situation. Dans un environnement où chaque micro-expression est analysée, la maîtrise de soi devient une question de survie. Pourtant, malgré ce contrôle, une tension palpable régnait. Comme si chacun savait que ce moment resterait gravé dans l'histoire, mais que personne ne pouvait prédire avec exactitude comment il serait interprété. Ce qui, à mes yeux, distinguait cette cérémonie des précédents moments royaux, c'était l'absence de signes rassurants. Normalement, de tels événements sont censés réaffirmer la stabilité donnée au public, le sentiment que tout est de sous contrôle. Ici, c'est l'inverse qui s'est produit. Le message n'était pas que tout se déroulait comme prévu, mais qu'un problème fondamental s'était produit, et qu'on y remédiait publiquement quelles qu'en soient les conséquences. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais de l'aboutissement d'un processus déjà en cours. La cérémonie n'était que le théâtre où ce processus s'était manifesté. Cette prise de conscience a rendu le moment plus difficile, mais aussi plus clair. Ce n'était pas une décision impulsive, mais une mesure mûrement réfléchie prise à un moment où le recul était devenu impossible. Tandis que ces mots résonnaient encore en moi, je méditais sur la signification du pouvoir au sein d'une telle institution. On perçoit souvent le pouvoir comme quelque chose qui transcende les relations personnelles, mais ici, c'était tout le contraire. Les relations personnelles les avaient influencées, déformées et finalement compromis le pouvoir. La cérémonie illustrait douloureusement combien cette confusion pouvait être dangereuse. Lorsque la confiance est rompue au sommet, les dégâts se répercutent inévitablement à tous les niveaux. Ce qui me préoccupait peut-être le plus, c'était la façon dont cela serait perçu hors des murs du palais. Serait-ce un acte de courage ou un signe de chaos, une purification nécessaire ou la preuve d'une faiblesse intérieure? Cette ambiguïté rendait le moment si chargé d'émotions. Aucune interprétation unique n'était possible et cela allait alimenter le débat public. Au terme de cette première phase, j'ai éprouvé la forte impression qu'un événement irréversible s'était produit. Non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour l'image même de la monarchie. Une institution qui avait toujours misé sur le silence et la discrétion avait désormais opté pour la transparence, aussi douloureuse fût-elle. La question qui me hantait sans cesse était inévitable: si cela marque le début d'une nouvelle ère de transparence, que révélera la vérité lorsque les couches suivantes seront dévoilées? En creusant un peu plus loin que le simple moment de la cérémonie, il m'est apparu de plus en plus clairement que ce qui avait été rendu public était le fruit d'un processus bien plus long et discret. Rien dans cet événement ne laissait transparaître l'impulsivité. Au contraire, tout respirait la préparation. J'avais le sentiment que la cérémonie n'était que l'acte final d'un drame qui se jouait à huis clos depuis des mois. C'est précisément cette prise de conscience qui a rendu l'histoire plus fascinante, car elle révélait la minutie et la précision avec lesquelles la manipulation avait été menée. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est la façon dont la vulnérabilité a été instrumentalisée.
La maladie, normalement une affaire privée, semblait s'être transformée en outil stratégique. La frontière entre soins et contrôle s'est estompée. Lorsque l'information médicale ne sert plus seulement à soigner mais aussi à redistribuer le pouvoir, la confiance devient un risque. Je me suis demandé à quelle fréquence de tels mécanismes se produisent sans jamais être révélés. Peu à peu, un schéma se dessinait. Des décisions qui paraissaient logiques et prudentes au premier abord révélaient, à y regarder de plus près, un tout autre dessein. Des conseils qui semblaient protecteurs se révélaient en réalité contraignants. J'ai constaté le rôle crucial du langage dans ce phénomène. L'emploi de termes comme paix, stabilité et responsabilité donnait l'impression que tout était fait dans l'intérêt général. Or, ces abstractions masquaient précisément la réalité, un transfert d'influence progressif. Ce qui m'a frappé, c'est la précision. Il ne s'agissait pas d'une lutte de pouvoir chaotique ni d'une rébellion ouverte. C'était une opération secrète menée dans le respect des règles, ou du moins de ce qui semblait être des règles. C'est ce qui rend ce genre de trahison si difficile à déceler. Elle se présente comme de la loyauté. Elle exige la confiance, puis l'utilise contre celui qui la lui accorde. J'étais sidéré à l'idée que le danger puisse être si proche. Dans mon analyse, je suis constamment revenu au rôle de l'information. Qui contrôle l'information, contrôle la réalité. Rapports médicaux, notes internes, conversations confidentielles ensemble, ils formaient un récit parallèle distinct de la version publique. Je me suis demandé si dans un tel contexte la vérité pouvait jamais être totalement objective, si elle n'était pas toujours filtrée par les intérêts, les positions et les craintes. Ce qui a rendu cette phase particulièrement complexe, c'est sa dimension émotionnelle. La maladie affaiblit la résistance tant physique que mentale, engendrant une dépendance envers les conseillers, les proches, ceux qui prétendent savoir ce qui est le mieux pour nous. J'ai trouvé troublant de constater avec quelle facilité la bienveillance peut se transformer en emprise. Lorsqu'une personne est affaiblie, même les conseils les plus avisés deviennent potentiellement dangereux. Dans ce cas précis, cette vulnérabilité semble avoir été délibérément exploitée. J'ai aussi commencé à me demander comment les autres membres du système réagissaient. Combien de personnes avaient vu ce qui se passait mais étaient restées silencieuses? Combien justifièrent leur silence par l'argument de la stabilité? Le silence peut devenir une forme de complicité même lorsqu'il est motivé par la peur ou la loyauté. Cette prise de conscience a donné à cette histoire une dimension non seulement personnelle, mais aussi systémique. Il ne s'agissait pas d'une seule personne, mais d'une culture où le silence est souvent plus sûr que la parole. Ce qui m'a peut-être le plus perturbé, c'est à quel point tout cela pouvait paraître normal tant que cela restait caché. Tant que le public ne voit que la façade, l'illusion demeure intacte. Ce n'est que lorsque cette façade se brise que la fragilité de l'ensemble devient visible. J'ai constaté que cela a changé à jamais ma vision du pouvoir. Non plus comme quelque chose de toujours bruyant et visible, mais plutôt comme quelque chose qui murmure, manipule et attend le moment opportun. Durant cette phase, il m'est apparu clairement que le but ultime n'était pas seulement l'influence personnelle, mais le contrôle structurel. Il s'agissait de façonner la prise de décision, de créer une situation où une personne serait considérée comme indispensable. C'est une stratégie de pouvoir classique reformulée en termes modernes. Je me suis demandé si de telles stratégies réussissent précisément parce qu'elles sont si habiles à se dissimuler. En examinant tout cela, un sentiment d'inéluctabilité grandissant m'envahissait. Une fois la confiance trahie, il est presque impossible de s'en remettre. Même lorsque la vérité éclate, les dégâts persistent. Non seulement dans les relations, mais aussi dans la crédibilité. Ce qui a été mis au jour ici n'était pas seulement un complot, mais une atteinte fondamentale aux fondements moraux sur lesquels reposait le système. Une question troublante qui ne cessait de revenir me taraudait: si ce genre de manipulation est possible au plus haut niveau, quelle est la véritable résilience de nos institutions et surtout qui protège la vérité quand bienveillance, loyauté et pouvoir sont si dangereusement imbriqués? Le moment où la vérité a commencé à se dévoiler ressemblait moins à une explosion qu'à une fissure lente et inéluctable. Non pas une révélation fracassante d'un seul coup, mais une série de détails qui n'avaient plus aucun sens. De petites incohérences qui, prises individuellement, auraient pu sembler explicables, mais qui ensemble formaient un schéma qu'il était impossible d'ignorer. Mon doute initial a laissé place à un sentiment plus profond, la prise de conscience que la loyauté avait été systématiquement bafouée. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont les preuves se présentaient non pas comme un document unique et volumineux, mais comme un réseau d'indices. Des témoignages contradictoires, des chronologies inexactes, des formulations trop précises pour être fortuites. J'ai commencé à comprendre à quel point la réalité avait été manipulée avec soin. Non pas par des mensonges flagrants, mais par de subtiles variations de ton et d'insistance. C'est peut-être la forme de tromperie la plus dangereuse, car elle paraît si crédible. Durant cette période, j'ai pris conscience de l'importance cruciale des limites morales au sein des structures de pouvoir. Un pouvoir sans éthique n'a pas besoin d'être ostentatoire.
il peut aussi se manifester sournoisement dissimulé derrière des procédures. Je me suis interrogé sur la frontière entre action stratégique et trahison. À quel moment la bienveillance se transforme-t-elle en contrôle? Et qui décide de ce moment précis lorsque la personne protégée perd toute visibilité? Dans cette histoire, la collecte de preuves ressemblait moins à une opération juridique qu'à une quête morale. Chaque nouveau détail renforçait non seulement la certitude, mais aussi la douleur, car la vérité est rarement neutre lorsqu'elle touche aux relations. J'ai senti mon empathie passer d'un concept abstrait à une connexion personnelle. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir, mais de confiance brisée à son moment le plus vulnérable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le rôle du silence durant cette phase. Le silence comme voile, mais aussi comme terreau fertile pour la vérité. Tant que personne ne parlait à haute voix, les contradictions pouvaient coexister. Ce n'est que lorsque quelqu'un a trouvé le courage de relier les points que l'ensemble a commencé à se dessiner. Je me suis demandé quelle part de vérité se perd parce que personne n'ose faire ce premier pas. La rupture morale est devenue inévitable dès que l'intention s'est révélée. On peut pardonner les erreurs, mais il est plus difficile de cerner une intention. Lorsqu'il est apparu clairement que les actes commis découlaient non d'un malentendu, mais d'une volonté délibérée de contrôle, la nature du conflit a changé. Il ne s'agissait plus d'un désaccord interne, mais d'une rupture fondamentale de la confiance. Cette prise de conscience a rendu tout compromis pratiquement impossible. Je n'arrêtais pas de penser à la difficulté de reconnaître une trahison lorsqu'elle vient d'un proche. La proximité fausse le jugement. Elle nous pousse à ignorer les signaux d'alarme, à accepter des explications rassurantes. En ce sens, la trahison est rarement soudaine. Elle est rendue possible par la tendance humaine à croire ce qui nous protège émotionnellement. Cette prise de conscience a rendu cette histoire terriblement familière, même en dehors de ce contexte précis. Durant cette phase, il est également devenu évident que la vérité seule ne suffit pas. Il faut la reconnaître, l'accepter et en assumer les conséquences. Sans cela, elle demeure un fait dénué de sens. J'ai pris conscience du poids de cette responsabilité qui pèse sur ceux qui, en fin de compte, doivent agir. Savoir ce qui est vrai est une chose, agir en conséquence, surtout lorsque les conséquences sont importantes, en est une autre. C'est là que l'éthique se mue en courage. Ce qui rendait cette découverte si profonde, c'était son caractère immuable. Une fois les faits établis, il n'y avait plus de place pour la dissimulation. L'espace moral avait disparu. Tout retard aurait constitué une forme de complicité. J'ai senti que ce moment marquait un tournant décisif, faisant basculer le récit de l'analyse à la décision. Il m'est resté une question lancinante: quelle quantité de vérité un système peut-il tolérer avant de devoir se réinventer? Et quel courage faut-il non seulement pour voir cette vérité, mais aussi pour la nommer quand le silence semble tellement plus sûr? Dès l'instant où la rupture morale est devenue indéniable, j'ai commencé à percevoir la suite différemment. La décision d'abdiquer était souvent qualifiée de faiblesse de capitulation. Pour moi, c'était tout le contraire. Il ne s'agissait pas d'une fuite, mais d'une manœuvre stratégique. L'abdication n'était plus un signe de défaite, mais un outil pour reprendre le contrôle d'une situation devenue moralement intenable. Cette prise de conscience a rendu cette phase peut-être la plus fascinante de toutes. J'ai constaté à quel point ma conception du pouvoir avait évolué dans ce contexte. Le pouvoir ne consiste pas toujours à s'accrocher. Parfois, il s'agit de lâcher prise, précisément au moment où s'accrocher reviendrait à devenir partie intégrante de ce que l'on rejette. En renonçant au pouvoir, un nouveau terrain de jeu s'est créé. Un terrain de jeu où la vérité ne pouvait plus être balayée d'un revers de main comme un simple bruit de fond, mais où elle acquérait un poids public. Je me suis demandé si ce choix aurait été possible sans cette conscience morale qui s'était développée auparavant. Probablement pas. Ce qui rendait cette abdication si exceptionnelle, c'était son timing. Non pas après une longue période de préparation publique, mais brutalement en pleine crise. Cela lui donna l'effet d'un levier. Elle força chacun à prendre position, à affronter des faits qu'on ne pouvait plus ignorer. Au lieu de laisser la situation s'envenimer, on la fit éclater d'un seul coup. C'est risqué certes, mais parfois le risque est le seul moyen de sortir de l'impasse. J'ai beaucoup réfléchi au sacrifice personnel que cela implique. Toute une vie à se préparer à un rôle, à l'incarner enfin, puis à y renoncer consciemment. Ce n'est pas une décision anodine. Elle exige une sorte de dissociation intérieure entre identité et fonction. Qui êtes-vous lorsque vous abandonnez le symbole qui a défini toute votre vie? Cette question n'est pas théorique, elle touche à l'existence même. Et pourtant ici, la réponse s'est faite par des actes plutôt que par des mots. Ce qui m'a également frappé, c'est la façon dont cette mesure a bouleversé l'équation morale. Soudain, l'attention ne se portait plus sur la maladie ou la vulnérabilité, mais sur l'intégrité. Le débat est passé de la compassion à la responsabilité. Ce changement est difficile certes, mais nécessaire. Il a clairement démontré que le pouvoir ne se mesure pas uniquement en années de règne, mais aussi à la volonté d'assumer les conséquences de ses actes lorsque les limites sont franchies. Dans mon analyse, j'ai perçu l'abdication comme une forme d'autorité ultime.
En se retirant, on empêchait d'autres de s'emparer du pouvoir sous de faux prétextes. C'était une manière de reprendre le contrôle du récit, non pas en niant les faits, mais en les assumant pleinement et en y associant des conséquences irréversibles. Cela demande du courage, surtout dans une culture où la continuité prime souvent sur tout. Je me suis demandé comment ce choix avait dû être perçu en interne. Pour certains, sans doute, ce fut un choc, pour d'autres, un soulagement. Lorsqu'un système est englué dans des contradictions internes, une mesure radicale peut paradoxalement apporter la stabilité. Elle rompt avec des schémas qui autrement persisteraient par inertie. En ce sens, cette abdication n'était pas seulement une décision personnelle, mais une intervention systémique. Cette phase a également mis en lumière la différence entre légitimité formelle et légitimité morale. Formellement, une personne peut se maintenir en fonction même lorsque la confiance est ébranlée. Moralement, la situation se complique considérablement. En renonçant au pouvoir formel, la légitimité morale s'en est trouvée renforcée. Cela peut paraître paradoxal, mais cela explique l'impact considérable de cette mesure. Elle a démontré que l'autorité ne réside pas uniquement dans les titres, mais aussi dans des actions cohérentes avec les valeurs. J'ai constaté que cette décision était également tournée vers l'avenir. Elle ouvrait la voie à une nouvelle phase, non seulement en termes de leadership, mais aussi de culture. Le message était implicite, mais fort aucune position ne prime sur l'intégrité de l'ensemble. C'est une norme qui, une fois établie, est difficile à remettre en cause. Je me suis demandé s'il s'agissait d'une correction ponctuelle ou du début d'une redéfinition plus profonde du pouvoir au sein de l'institution. En observant cette phase, une pensée m'obsédait parfois: le plus grand acte de leadership n'est pas de gouverner mais de limiter, non pas d'étendre mais de fermer, non pas de s'accrocher au passé mais de faire place à l'avenir. La question qui me taraudait était inévitable: combien de dirigeants seraient prêts à franchir un tel pas lorsque la vérité les y obligerait? Après l'abdication, le temps semblait s'être comprimé. Ce qui aurait normalement pris des années s'est déroulé en quelques jours, voire quelques heures. Le changement de pouvoir n'était pas seulement constitutionnel, mais aussi émotionnel et culturel. L'arrivée d'un nouveau roi a démontré la rapidité avec laquelle un système peut se réorganiser lorsqu'il y est contraint. J'ai constaté que l'attention s'est immédiatement portée de la crise à la purge. Non pas par vengeance, mais comme une tentative de rétablir l'ordre dans un système qui avait moralement déraillé. Ce qui m'a le plus frappé durant cette période, c'est la rapidité avec laquelle les allégeances se sont bouleversées. Des personnes qui jusqu'alors étaient restées silencieuses ont commencé à prendre la parole. D'autres se sont retirées avec prudence. C'était comme si le silence qui avait si longtemps régné ne protégeait plus. La vérité avait pris de l'ampleur et l'élan impose des choix. Je me suis demandé combien de ces réactions étaient motivées par la conviction et combien par l'instinct de survie. Peut-être est-il impossible de faire cette distinction dans de tels moments. Le rôle du nouveau roi me paraissait particulièrement difficile. Non pas parce qu'il devait s'emparer du pouvoir, mais parce qu'il devait l'organiser. Il y a une différence fondamentale entre gouverner et restaurer le pouvoir. À ce stade, il ne s'agissait pas de grands gestes ni de symbolisme, mais de redéfinir les limites. Quels comportements sont acceptables, quelles pratiques doivent cesser et comment rendre cela visible sans fragiliser davantage l'institution. Ce ne sont pas des questions auxquelles on peut répondre facilement. J'ai constaté que mon attention revenait sans cesse à la notion de légitimité. Non pas la légitimité formelle qui découle automatiquement de la succession, mais la légitimité morale, celle qu'il faut gagner. Elle ne s'acquiert pas par la proclamation, mais par des actions cohérentes. Durant ces jours, il est devenu évident que chaque décision était interprétée comme un signal non seulement en interne, mais aussi par un public attentif. Cela rendait chaque étape plus difficile, mais aussi plus significative. Ce qui m'a frappé, c'est que la vulnérabilité n'était pas perçue comme une faiblesse, mais comme une voie à suivre. En n'ayant pas prétendu que tout était normal, on a créé un espace propice à l'honnêteté. J'ai constaté comment, paradoxalement, cela a apporté la paix. Non pas parce que tous les problèmes étaient résolus, mais parce qu'on pouvait enfin les aborder. C'est souvent le début de la guérison. Tant qu'un problème reste, il reste incurable. Cette phase a également révélé l'ampleur des dégâts, non seulement dans les relations interpersonnelles, mais aussi au niveau des structures. Les processus décisionnels se sont avérés trop dépendants du pouvoir informel de relations de confiance sans contrepoids suffisant. Cette prise de conscience fut douloureuse mais nécessaire. Elle a clairement démontré que la réforme n'était pas une option, mais une nécessité. Je me suis demandé combien de systèmes ne changent que lorsqu'ils sont confrontés à leur propre vulnérabilité. J'ai trouvé la réaction du public durant cette période particulièrement intéressante. Si au départ, le choc et l'émotion ont prévalu, un sentiment différent a peu à peu émergé. L'attention s'est moins portée sur les individus et davantage sur les principes. On a parlé de transparence de responsabilité et du rôle du pouvoir dans la société moderne.
Ce débat a peut-être été la conséquence la plus importante de tout cet épisode. Il a déplacé le débat du drame vers les valeurs. Cette période a également marqué pour moi la fin de la naïveté. L'idée que la tradition puisse à elle seule offrir une protection s'est avérée illusoire. La tradition, comme tout système, a besoin d'être entretenue. Sans un regard critique, elle peut se rigidifier et être détournée. Cette leçon fut certes difficile mais aussi révélatrice. Elle donna un sens aux événements douloureux qui l'avaient précédée. Je n'arrêtais pas de réfléchir à la différence entre purification et destruction. Il ne s'agissait pas ici de tout raser mais de discerner ce qui pouvait être préservé. Cela exige de la nuance, de la patience et une clarté morale. Des qualités rarement spectaculaires mais d'autant plus importantes à long terme. Je me demandais si le public accepterait cette lenteur ou si la demande de solutions rapides finirait par l'emporter à nouveau. Au fil de cette phase, il m'est apparu clairement que le nouveau roi était jugé non pas sur son héritage mais sur ce qu'il avait osé changer. C'est peut-être là le plus lourd héritage de tous, non pas la couronne mais la responsabilité de restaurer la crédibilité d'un système. La question qui n'a cessé de me hanter était simple mais poignante. La purification peut-elle mener au renouveau sans effacer le passé ou la rupture est-elle inévitable avant que toute guérison ne soit possible ? Une fois la tempête initiale apaisée, la partie la plus importante et pourtant la plus insaisissable de cette histoire commençait à mes yeux. Que reste-t-il une fois le pouvoir redistribué et le calme revenu? La crise immédiate avait été évitée, les responsabilités redistribuées, mais les conséquences ne seraient pas ignorées. Au contraire, elles commençaient tout juste à se faire sentir, non pas dans les gros titres, mais dans les attentes, non pas dans les cérémonies, mais dans la confiance. Et c'est là pour moi l'essence même de ce que cet événement signifie pour l'avenir de la monarchie. J'ai constaté que mon point de vue s'élargissait des individus à l'institution elle-même. Une monarchie peut survivre grâce à la tradition, mais elle ne peut fonctionner que grâce à sa crédibilité. Or, cette crédibilité est fragile. Elle se construit lentement et peut être gravement compromise en un instant. Ce qui s'est passé ici n'était pas seulement une chute personnelle ou un changement de pouvoir, mais une épreuve de force pour l'ensemble du système. La question n'était plus de savoir qui avait raison, mais si l'institution était capable de se corriger sans se perdre. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'ambiguïté de la transparence dans ce contexte. D'un côté, l'ouverture était nécessaire pour rétablir la confiance. De l'autre, cette même ouverture a révélé des failles internes jusque-là dissimulées. C'est le risque de la vérité, elle ne se contente pas de guérir, elle perturbe aussi. Je me suis demandé si le public était prêt à tolérer cette complexité, ou s'il préférait se réfugier dans le confort d'une façade impénétrable. Cette phase a également mis en lumière l'importance d'un comportement exemplaire. Au sein d'un système héréditaire, le leadership se mesure non seulement à l'aune des politiques mises en œuvre, mais aussi à celle des valeurs morales. Qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qui est limité? Et que se passe-t-il lorsque ces limites sont franchies? Les réponses à ces questions constituent les règles tacites qui régissent le fonctionnement de chacun. À cet égard, cet épisode représentait bien plus qu'une simple correction. Il s'agissait d'un réajustement des normes. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de la confiance. On ne peut ni l'imposer ni la rétablir formellement. Elle se construit par la constance, par la répétition de comportements qui témoignent des leçons apprises. C'est un processus lent, sans garantie. Mais c'est peut-être précisément ce dont nous avons besoin aujourd'hui, non pas des réformes spectaculaires, mais une confiance durable. Cela paraît moins spectaculaire, mais c'est souvent plus efficace. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cet événement, c'est qu'il s'est produit à un moment où l'autorité est remise en question partout. Non seulement les monarchies, mais aussi les gouvernements, les médias et autres institutions sont scrutés de près. Dans un tel contexte, tout signe de corruption interne est particulièrement dommageable, mais tout signe d'autocorrection est également particulièrement significatif. Je me suis demandé si ce moment serait perçu plus tard comme un tournant décisif ou comme une occasion manquée. J'ai constaté que mon propre regard sur l'institution avait évolué. Non pas que j'étais devenu plus cynique, mais plus réaliste. Je percevais désormais plus clairement la dimension humaine des fondements sur lesquels repose un tel système. Ce qui le rend vulnérable mais aussi adaptable. L'avenir n'est pas figé. Il se façonne au gré des choix, surtout en temps de crise. Cette prise de conscience a conféré à cette histoire une portée bien plus large que celle d'une simple intrigue royale. Dans les semaines et les mois à venir, la constance sera essentielle. Non pas dans les paroles, mais dans les actes, dans la volonté de maintenir des limites claires, même lorsque l'attention s'estompe. L'histoire montre que les réformes échouent souvent dès que l'urgence disparaît. Le défi sera de faire vivre les leçons de cette période une fois le calme revenu. C'est peut-être la tâche la plus ardue de toutes.
En définitive, une question demeure que je laisse volontairement en suspens, car elle concerne non seulement la monarchie, mais tout système de concentration du pouvoir. Une institution fondée sur la tradition peut-elle véritablement tirer les leçons de ses erreurs ou les répète-t-elle dès que l'occasion se présente? La réponse à cette question déterminera si cet épisode restera dans les mémoires comme un simple incident ou comme le point de départ d'une transformation profonde.